Bonjour, vous écoutez le podcast Dessine-moi le monde de demain. À l'occasion de la 2e journée internationale du Petit Prince, nous donnons la parole à celles et ceux qui créent notre futur. Explorateurs, comédiens, activistes, entrepreneurs. Toutes et tous partagent la même ambition. Inspirer le vent du renouveau et œuvrer ensemble pour le monde de demain. Bonjour, je m'appelle Marc Valmassoni, je suis en charge du programme Eau et Santé pour l'association Surfrider Foundation Europe. C'est une asso qui a fêté ses 30 ans, donc l'année dernière. On travaille sur différents axes environnementaux, donc on a vraiment 3 grosses thématiques de travail. Donc ça va être tout ce qui est en lien avec la santé des usagers et la qualité des eaux. On va avoir un énorme programme sur tout ce qui est déchets aquatiques et l'impact que ces derniers peuvent avoir sur l'environnement mais également sur la santé. Et le dernier axe de travail, ça va être tout ce qui est en lien avec le changement climatique et l'aménagement du territoire, notamment le territoire littoral. Pour répondre en fait à ces 3 grands objectifs environnementaux, on a développé ce qu'on appelle en fait des leviers d'action. Donc on en a 3, pareil, un petit peu comme nos campagnes. Le premier va être en lien avec tout ce qui est l'animation, la sensibilisation, la médiation auprès de différents publics cibles, que ce soit des scolaires jusqu'à nos élus. Ensuite, on a développé un axe expertise. Donc c'est là où on va travailler sur de l'acquisition de données, ça va être sur le travail bénévole, travail de terrain. Et le troisième, c'est tout ce qui est le lobby et l'influence institutionnelle, donc de l'échelle locale, nationale jusqu'à l'échelle européenne. Alors, l'écologie positive, c'est une super concept, j'ai envie de dire, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que c'est quelque chose qu'on oppose souvent un peu à l'écologie, ce que j'ai envie de dire punitive. Et pour moi, en fait, faut pas être du tout dans une démarche d'obligation, que ce soit auprès des petits, des grands, et même de nos aînés, parce que je le vois avec mes grands-parents. On peut pas aller dans ce sens-là de désigner d'être très négatif. Donc c'est plutôt essayer, j'ai envie de dire, de leur donner des exemples concrets. Donc tout le monde peut agir, chacun peut trouver son compte, que ce soit à son échelle petit, à l'échelle des grands, à l'échelle de nos aînés, comme je disais tout à l'heure. Donc moi j'ai un exemple assez concret, enfin j'en aurais même 2. C'est surtout, on peut pas par exemple imposer en termes de nourriture, je vais parler là-dessus parce que c'est quelque chose qui me tient également à cœur. On peut pas imposer aux gens par exemple de manger bio, parce que c'est des choses qui peuvent aussi coûter cher par exemple. Mais voilà, ce que je peux dire, c'est qu'on peut y aller progressivement, d'abord en mangeant peut-être local et mieux et moins, parce qu'on n'a pas besoin de manger autant que ce qu'on mange maintenant. Donc ce que je peux faire, c'est ça, c'est commencer à inciter les gens à en parler autour de moi, parce qu'on est vraiment dans une sorte de discussion. Je suis pas là pour convaincre, je suis là vraiment pour parler, et si ça plaît aux gens, écoute, faut y aller avec moi. C'est en privilégiant des ingrédients de saison déjà, c'est en allant au marché, éviter de manger de la viande toute l'année. Pour la petite anecdote, moi je suis issu d'une famille où si on mangeait pas 3 fois de la viande par jour, mon papa est du sud-ouest, ma maman du nord-ouest, autant vous dire que c'était tous les jours, même au petit-déj, et c'était un peu un gage c'était bien, on mangeait de la viande rouge parce que c'était plein de fer ou ce que vous voulez, mais bon, c'était ça il y a 20-30 ans maintenant. Donc du coup, progressivement, j'ai eu cette démarche de manger mieux, de manger moins déjà, donc ça passe aussi peut-être par ma compagne qui est végétarienne, donc c'était des habitudes qu'elle avait, donc des habitudes qu'elle m'a un peu inculquées à la maison, et je préfère finalement aller descendre le week-end en bas de chez moi, donc voir mon petit boucher, prendre le morceau du jour en petite quantité, prendre 2-3 morceaux pour la semaine, et ça me suffit largement. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, est accessible à tout le monde, c'est de commencer progressivement. Et l'autre approche qui pour moi est intéressante pour justement donner l'opportunité à tout un chacun d'agir au quotidien, c'est essayer de faire un peu ces produits d'entretien, ces produits, que ce soit cosmétiques ou quoi que ce soit, mais ça c'est assez facile. Nous on le fait à la maison, c'est au niveau des savons, par exemple c'est le savon et le shampoing. Moi pareil, au shampoing sec, ça limite complètement les emballages, et il y a rien de plus simple que d'utiliser 3 ou 4 produits mélangés. Donc voilà, ça permet d'avoir le stock, on mélange quand on a besoin, on limite complètement cet emballage plastique qui au bout d'un moment, plastique plus plastique, c'est pas rechargeable encore, ou très peu rechargeable. C'est des shampoings, donc le shampoing solide est hyper intéressant, et le savon, parce que c'est pareil, c'est très très simple à faire. Donc voilà, et les produits vaisselle aussi qui fonctionnent plutôt bien. Donc c'est 2 approches et 2 choses que je pense qu'on peut facilement discuter avec les gens, essayer, et si la mayonnaise prend, j'ai envie de dire c'est une petite victoire.
Je suis né à Saint-Nazaire, donc sur le milieu littoral, donc j'avais déjà cette notion, voilà, l'océan ça me parlait, la mer ça me parlait, la plage, tout ça c'était impeccable. Par contre, je ne sais pas si j'avais cette notion, cette approche environnementale avant d'avoir fait mes études. J'étais un fumeur et je suis pas sûr, même de mémoire, de me souvenir dire tiens le mégot quand je le jette par terre, en fait pour moi il a pas un impact. Je connaissais pas ces histoires de réseaux d'assainissement. Pour moi c'était le tout à l'égout, je savais pas où ça allait. Et c'est plutôt par le biais de mes études en environnement, en sciences, qui m'ont permis justement d'acquérir cette connaissance, de comprendre en fait où allait le mégot, quelles étaient les pollutions, comment elles étaient véhiculées, comment elles étaient c'est ça, apporter finalement jusqu'à notre exutoire qui est à tous, et que ce soit même dans rivière ou quoi que ce soit, ça arrivera forcément à la mer. Donc je pense pas avoir, et j'essaie de m'en souvenir le plus long possible, d'avoir cette notion écologique ou environnementale que j'ai plutôt acquis, on va dire, par le biais des études. Donc en allant jusqu'au master, un master 2 qui était plutôt orienté sur tout ce qui était gestion des conflits d'usage, notamment en zone littorale. C'était peut-être un peu développement durable, approche multipartenariale et compagnie. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte, mais il y a des choses à faire, et c'est tous ensemble qu'on peut les faire. Surtout, parce qu'il faut pas, encore une fois, je reviens sur ma première intervention, c'est tout seul on peut pas y aller, et y aller par la force, c'est pareil, ça marchera pas. Donc c'est un petit peu de compromis de chacun et un petit peu de force, de motivation aussi, et je pense que c'est comme ça qu'on peut y aller, ouais. Je me suis aussi rendu compte que j'avais un impact, sur le monde, mais sur le monde à mon échelle, par le biais de mon travail de tous les jours. Donc ça fait une dizaine d'années maintenant que je suis à Surfrider. Quand j'ai commencé à travailler donc en Méditerranée, on était amené en fait à développer des réseaux de suivi complémentaires de la qualité des eaux, d'activités nautiques, des zones de baignade. Et pour ça, je travaillais vraiment avec un réseau bénévole, ce qu'on appelait les waterman testers. Donc c'était tout un chacun, étudiant, retraité, qui venait participer avec moi à des prélèvements d'eau pour mieux connaître toute l'année la qualité des sites d'activité nautique, parce que beaucoup de gens étaient des surfeurs, des plongeurs, des baigneurs, mais qui pratiquaient toute l'année. La loi qui est actuellement en vigueur sur les eaux de baignade, c'est une loi qui est vraiment centrée sur la période estivale en juillet et août. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la pratique, c'est toute l'année. Donc au tout début, quand je suis arrivé sur ce territoire, les gens regardaient avec des yeux, les partenaires, les gestionnaires, on était un peu pris pour des fous, parce que vous, bénévoles, vous allez faire des prélèvements, ils sont pas fiables, toutes ces choses-là. Ouais, mais c'est pas grave. On a, par la force des choses, on a monté vraiment ce réseau, on est monté en puissance, on est monté en expertise, on a su très bien s'entourer. Et j'ai envie de dire que 10 ans après, quand on a eu la reconnaissance des partenaires, donc des collectivités, des gestionnaires, des services décentralisés de l'État et tout ça, ça a été entre guillemets une petite victoire. Et quand, effectivement, 12 ans après, je crois, ou 13 ans après, on a été reconnu auprès des autres, on travaille au fait au sein d'un groupe d'experts européens aux côtés des 27 États membres, où on est directement maintenant amené à modifier, à aménager et à améliorer la loi sur les zones de baignade, sur la surveillance et la gestion et l'information des zones de baignade. Donc, c'est un travail qui est hyper long, c'est un travail qui est très compliqué, c'est un travail qui est fastidieux, mais 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard, comme je vous disais, je trouve ça mais quand même relativement remarquable qu'un réseau bénévole ait pu aller, j'ai envie de dire, jusqu'aux hautes sphères européennes et maintenant faire bouger les choses. 2022, 21, 22, 23, on est dans un contexte de révision de cette directive, et là c'est pareil, on consulte les adhérents, les populations, les baigneurs et tout ça, et on se rend compte que oui ça marche, oui on a la possibilité de faire modifier certaines choses, notamment sur la prise en compte en fait de ces zones récréatives dans la réglementation, étendre des paramètres, parce qu'on est sur des paramètres bactériologiques, mais les étendre à des paramètres chimiques, parce que de plus en plus de gens sont inquiets de la qualité des eaux environnementales, mais de la qualité aussi sanitaire. Donc c'est un message plein d'espoir, et j'ai envie de dire que ouais, faut pas lâcher. En 12 années, on a réussi de partir d'un petit réseau local à la Commission européenne. Donc comme quoi, on peut y arriver. Alors l'association Surfrider m'a beaucoup inspiré parce qu'à l'époque, quand ils avaient fait un partenariat, je sais plus, c'était avec une boisson, pour des nettoyages, des campagnes de nettoyage de plage, et j'avais eu mon beau t-shirt avec le beau logo Surfrider, et cette vague m'a beaucoup parlé. Ce que je vous disais, je suis né sur le littoral, j'ai grandi avec l'océan, avec la mer, et ça m'a énormément parlé. Et en fait, c'est en 2008, lié en fait à un stage que j'ai postulé, et il se trouve que voilà, pour la deuxième petite anecdote, j'étais deuxième, et en faisant
faisant un peu de lobby auprès de la personne qui devait recruter, je suis passé devant parce que je pense que ma motivation l'a beaucoup intéressé également. Et c'est ça qui m'a donné clairement envie de me lancer dans l'aventure Surfrider, donc par un stage 2008 et 2021. Vous voyez, je suis ici encore. Comme quoi, c'est au-delà d'être une grande famille, j'en parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure aussi, mais au-delà d'être une grande famille, c'est une grande famille, que ce soit du bénévole aux salariés, aux bureaux territoriaux, parce qu'on a un mode de fonctionnement assez particulier et unique en Europe. On est tous pareils, tous à la même échelle horizontale. Alors les valeurs qui sont partagées, c'est on travaille énormément avec les bénévoles, notre communauté, ce qu'on appelle la communauté Océan. Il faut savoir qu'on n'est pas loin de 15 000 personnes qui nous soutiennent, donc que ce soit financièrement. Mais ce qu'on appelle la communauté Océan élargie, on n'est pas loin des 200 000 followers, comme on dit, donc sur les différents canaux, réseaux sociaux, médias, mailing, et toutes ces choses-là. On a besoin d'eux. Quelquefois, ça fait du bien aussi de nous faire revenir un peu les pieds sur terre, parce que des fois, on a des projets, des idées, mais quand on les confronte avec les bénévoles à l'échelle européenne, parce qu'on est implanté sur pas loin d'une vingtaine de pays européens, c'est ça, c'est hyper important. Faut pas avoir cette vision très que franco-française. Faut travailler avec tout le monde. Vous avez bien vu, l'océan n'a pas de limite, n'a pas de frontières. Donc c'est hyper intéressant et valorisant parce que voilà, des gens qui sont aussi bien en Hollande qu'en Italie, qu'au Portugal, qu'en Irlande, n'ont pas la même vision, n'ont pas les mêmes approches. Essayer de trouver, j'ai envie de dire une force commune déjà, qui est la préservation de l'océan pour pouvoir jouir de ces espaces, parce que Surfrider a cette particularité, c'est qu'on souhaite préserver l'environnement, préserver la qualité des milieux, mais également contribuer à la préservation de l'usage. Donc on est à la fois entre le pratiquant et l'environnement. Et c'est ça qui est passionnant, parce que c'est pas toujours simple, vous vous en doutez. J'ai relu Le Petit Prince il y a pas très longtemps et il y a vraiment 2 citations et des valeurs moi qui me parlent beaucoup, notamment sur la démarche écologique. C'est les enfants doivent être indulgents envers les grandes personnes. Alors comment dire, c'est ce qu'il faut avoir en tête, c'est les enfants, les jeunes générations. Elles doivent avoir en tête que certaines décisions, notamment sur les politiques environnementales, ont été prises à des instants T, avec un état de connaissance qu'ils avaient à l'époque. Alors je demande absolument pas d'excuses ni quoi que ce soit, mais pour moi les enfants maintenant font partie clairement de la solution. Je mets à culpa auprès d'eux. Et pour la petite anecdote, moi je suis papa aussi depuis 6 mois et je me rends compte que environnement parlant, c'est pas facile d'être un bon écolo, on va dire. Donc on essaie, pareil, à notre échelle, ce qu'on peut faire ce qu'on peut, faire un max pour limiter notre impact. Et j'espère qu'à ses yeux, je serai un exemple et que le jour où il comprendra qu'il sera un peu plus grand, il sera, là j'ai envie de dire, indulgent avec moi à ce moment-là. Et la seconde, c'était plus en lien avec ma thématique de travail. Là, c'est vraiment pur et dur. La citation, c'est « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». Alors cette citation, elle m'inspire clairement et directement. C'est que je voulais peut-être pas présenter, mais je travaille sur la campagne eau et santé des pratiquants d'activités nautiques et des baigneurs et toutes ces choses-là. Et mon travail, il consiste très très souvent à expliquer l'invisible. Les pollutions qu'on retrouve dans le milieu, pollution bactériologique, pollution chimique et toutes ces choses-là, on a besoin de faire des études de ces paramètres pour les rendre finalement visibles par le biais d'expériences ou de méthodes d'analyse, pour les rendre visibles auprès des personnes, pour comprendre ce que sont les pollutions. Et j'ai envie de faire un petit message très clair, c'est que c'est pas parce qu'une eau elle est marron qu'elle va être de mauvaise qualité, et c'est pas parce qu'elle est claire qu'elle va être d'excellente qualité. Voilà, c'est cette approche que j'essaie de faire passer, de véhiculer aussi auprès des différents publics. Donc je reprends l'exemple des eaux marrons, c'est souvent en milieu, on va dire sur des zones de biodiversité, sur des zones très importantes, l'eau va pouvoir avoir cette coloration un petit peu marron, mais c'est souvent la dégradation du milieu, des petits, j'allais dire des végétaux, quoi que ce soit, qui vont rendre cette eau marron. Mais c'est pas pour ça qu'elle est de mauvaise qualité. Bien au contraire, en général, la biodiversité se développe très fortement. Et c'est pas parce qu'une eau est bleu turquoise qu'elle est complètement absente de substances chimiques qui, par exemple, peuvent être nocives et dangereuses pour notre santé quand elles sont présentes en grande concentration dans les milieux. Récemment, il y a un projet qui m'a beaucoup touché, qui me parle beaucoup et qui m'a donné plein d'espoir.
C'est une initiative. Alors à la base, c'est donc de Corentin Châtel-Perron. Je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous connaissez, qui a à la base un projet qui s'appelait en fait Low-Tech Lab. C'était un projet et qui a été décliné donc en émission. C'est un jeune navigateur qui sillonne les océans à bord de son catamaran et qui va à la recherche d'innovations low-tech sur différents territoires. Et ce projet, je trouvais ça assez rigolo. La façon d'être filmé était assez sympathique. C'est jeune et dynamique et accessible en fait à tout le monde. C'était plein de petites expériences que tout le monde peut chez soi dupliquer. Et c'est ça qui me plaît aussi, parce que faut pas que ça rentre dans des trucs trop complexes ou des fois un peu satellités ou lunaires. Je dis pas que des fois on en a aussi à Surfrider, des idées un peu farfelues, il faut. Mais voilà, le terrain et les choses qui sont duplicables, c'est hyper important. Et son approche, il y en a plusieurs qui me plaisent, c'est que dans dans ce même reportage ou dans la même idée de son projet, c'est qu'il y avait une sorte de sobriété énergétique, parce qu'il travaille sur tout ce qui est comment on peut faire de la lumière ou des choses comme ça, mais de façon très simple. C'est une sobriété alimentaire. Donc ça me plaît aussi énormément, parce que j'en ai parlé dès le début, c'est important. Et cette notion de partage et de rencontre, parce qu'il est aussi bien sur le continent africain, indien, européen, sud-américain, et c'est un partage qui est énorme, parce qu'on voit que suivant les populations, pas la même approche, pas le même développement, et qui puisse quelque chose en Amérique du Sud, qui le ramène en Inde, qui montre comment ça fonctionne, et tout ça, c'est génial. Et la dernière, c'est l'approche voyage. J'adore voyager, et je suis pas forcément le plus exemplaire quand je voyageais en avion, mais ce côté prendre son temps au gré des vents avec son bateau, il essuie des tempêtes comme tout le monde, mais il y va doucement, et je trouve qu'il est en phase avec ses valeurs. Donc au-delà du personnage, c'est son projet qui m'a beaucoup plu et que je regarde systématiquement avec attention, et c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Voilà, parce que c'est ce côté aussi, faire soi-même, c'est hyper intéressant et valorisant, quoi. Si un message positif est quelque chose qui est hyper important, c'est qu'en fait, je pense que l'été, en fait, tout le monde va à la plage, tout le monde adore se baigner, donc si on veut garantir en fait une eau de bonne qualité, c'est à tout un chacun, on est responsable et on est acteur. Donc j'ai envie de dire, quand vous allez à la plage, un pique-nique ou quoi que ce soit, c'est récupérer, ramasser vos déchets. D'autant plus si vous en produisez, n'hésitez pas à les utiliser, les poubelles de tri aussi, parce qu'il peut y avoir cette notion de recyclage qui est très important. Mais c'est la mer, l'océan, protégez-la, préservez-la. Tout ce qui est crème solaire, limitez également aussi son usage, ou faites-en bon usage, au contraire. Et j'ai envie de dire, voilà, cet espace récréatif, il est à tout le monde. C'est un bien commun. Donc cet été, soyez de bons citoyens et de beaux éco-citoyens, et voilà, c'est pour les générations futures, préserver nos océans. C'était le podcast du Petit Prince, Dessine-moi le monde de demain. À bientôt pour un prochain épisode.